Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Sandrine Elie, chargée de projet au CESIC, le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec, et je suis accompagnée de ma collègue Molly Dujardin. Hello! Conseillère en communication et rayonnement au CECI, le Centre d'études et de coopération internationale, pour vous inviter à prendre part. Le balado engagé sur l'action climatique de la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de la COSI, ainsi que le CECI et du CESIC. Nous sommes dans les studios de CISM. Molly et moi, nous sommes des militantes féministes, des curieuses, puis surtout, on est ouvertes à découvrir et comprendre les dynamiques qui nous entourent pour faire avancer les choses vers une plus grande justice sociale. À travers ce balado engagé, on se questionne sur les enjeux environnementaux qui touchent notre planète, puis on aborde les solutions possibles proposées par la jeunesse. En novembre 2022, on a eu la chance d'aller à la COP27 sur le climat en Égypte avec la délégation jeunesse de la COSI. On a rencontré plein de jeunes inspirantes, mobilisés pour le climat. En revenant, on avait besoin d'aller plus loin puis de continuer les belles réflexions puis discussions qu'on avait entamées, puis on s'est dit qu'on allait les partager avec vous. Andréane Parent, tu es experte en mobilisation et en changement climatique. Tu as 15 ans d'expérience de travail avec des organisations régionales, nationales ou internationales. Tu te spécialises dans le développement de stratégies ou de programmes de ressources en mobilisation, puis notamment en coalition, pour mettre en œuvre des solutions à la crise climatique. Tu es passionnée par la justice environnementale, puis tu es dévouée à donner aux gens les moyens d'être des catalyseurs, des catalyseuses de changement dans leur communauté. Puis actuellement, tu es directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. Tu as une maîtrise en anthropologie. Tu enseignes un cours changement et justice climatique à l'Université de Montréal. Tu es membre du conseil exécutif de Mission Inclusion et du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Puis tu es aussi membre du groupe consultatif canadien sur l'environnement. Ma première question, c'est est-ce que tu dors? J'essaie de dormir. D'ailleurs, c'est dans mes résolutions 2023, la quête d'équilibre entre les engagements et justement un équilibre de vie personnelle. Ceci dit, j'imagine que vous vous reconnaîtrez aussi là-dedans quand on fait des choses sur lesquelles on s'impliquerait comme bénévole de toute façon, qui viennent vraiment rejoindre nos valeurs, nos convictions. Mettre une limite à cet engagement-là, absolument, c'est toujours un défi. Je pense qu'on est beaucoup de personnes dans le milieu environnemental à se retrouver à essayer de définir comment on met des limites entre notre passion, notre engagement, l'urgence d'agir et aussi les valeurs qu'on veut véhiculer, d'avoir un engagement qui est durable et de véhiculer un mode de vie qui serait plus équilibré dans notre relation au travail et à la nature. Fait que c'est mes grandes résolutions 2023. Je vais essayer de mettre ça en œuvre. Pour l'instant, ça fonctionne quand même bien, mais on est quoi, là, le 17? Jour 17, ouais, c'est ça. Puis, tu nous partages, en fait, peut-être que c'est un élément qui t'aide à trouver cet équilibre-là, que tu t'es défini beaucoup personnellement dans ta relation avec l'eau, entre autres au fleuve, à Verdun ou encore à l'océan Atlantique au Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien, on le fait qu'on est composé d'eau. Déjà, ça nous ramène un petit peu dans notre relation très, très intime, en fait, qu'on n'est pas à l'extérieur de la nature, cette espèce de vision extrêmement anthropocentrique, comme quoi on serait complètement distinct du monde naturel, alors qu'en réalité, on en fait intrinsèquement partie. On est l'air qu'on respire, on est composé d'eau. Et je pense que cette connexion-là avec l'eau, moi, en tout cas, me permet d'être plus humble, peut-être dans la place de l'humain et ma place dans cet écosystème et de me reconnecter finalement à ce qui fait sens. Souvent, quand je me sens un peu submergée par la quantité de travail, justement, ou les défis auxquels on est confronté, le fait et le fleuve en particulier, j'ai la chance d'habiter à Verdun et donc on a des rapides, il y a même la Vagagui que vous connaissez peut-être, qui est un lieu de surf montréalais. Mais cet endroit-là me rappelle toujours et l'eau m'enseigne finalement que même quand il y a des turbulences, qu'il y a des remous, on revient au calme. Et donc, que c'est passager. Alors, j'essaie d'être très diligente dans ma marche quotidienne, d'aller regarder le fleuve, d'aller mettre mes mains dans le fleuve et de prendre une bonne respiration et de me rappeler justement que tout passe et que, justement, on est fait d'eau et que l'eau nous enseigne plein de choses. Wow. Tout à fait. Puis moi, ça me touche beaucoup. Je partage cet amour-là où est-ce que l'amour me rappelle... l'eau me rappelle le changement.
Comme qu'il faut juste laisser couler ces choses-là, puis qu'il y a une force dans ce changement-là qu'à quelque part, nous aussi, on essaie d'instaurer. D'ailleurs, déjà là, je sens ta sensibilité à l'éducation climatique, à l'éducation à la nature. Puis dans ton cas, principalement dans une perspective internationale, c'est une priorité pour toi. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la sensibilisation et de l'éducation climatique? Je suis rentrée dans le monde environnemental, en fait, par la persévérance scolaire. En fait, j'ai travaillé pendant quelques années en éducation et notamment en persévérance scolaire avec des jeunes. Et vraiment, dans l'ensemble des projets dans lesquels on participait, l'espèce de fil d'Ariane qui revenait constamment, c'était la préoccupation par rapport à l'urgence climatique, l'urgence, justement, de faire quelque chose, d'être en mesure de revenir à une relation plus équilibrée et aussi à un espace d'humilité dans la façon dont l'être humain a vraiment pris d'assaut les espaces naturels et notre relation vraiment extrêmement violente vis-à-vis des autres espèces et même vis-à-vis les uns des autres. Et c'est vrai qu'à force de travailler avec des jeunes et de justement à vouloir pousser pour valoriser leur estime d'eux-mêmes et aussi leur confiance en eux dans la capacité de valoriser leur voix et l'importance que leurs voix ont finalement dans les décisions qu'on va prendre, de voir toute l'énergie bénévole, à bout de bras de porter le leadership et l'ambition climatique qu'on voit encore aujourd'hui. Hein, les mouvements climatiques sont grandement portés par les jeunes, par des mouvements étudiants. Et personnellement, je me sentais un peu incohérente de dire votre voix compte, mais par contre, je vais pas écouter ce que vous dites et le mettre en œuvre. Donc, ce passage-là, pour moi, c'était important de finalement réaligner mes valeurs et d'être en mesure de m'impliquer vraiment plus activement en éducation à l'urgence climatique. C'est pour ça que le projet de la réalité climatique, dans mon cas, était une organisation qui tombait vraiment sur mon X, considérant le fait qu'on se spécialise justement à outiller des gens de tous les pans de la société à devenir des communicateurs, des communicatrices efficaces sur l'urgence de la crise climatique. Et finalement, sur le biais d'un modèle de ce qu'on appelle des communicateurs de confiance, en fait, c'est d'aller former des gens de vraiment tous les secteurs qui vont être en mesure de s'approprier le langage et le vocabulaire et plutôt que d'arriver avec un chapeau de « je suis un militant environnemental » qui viennent de ces secteurs, de ces communautés-là et qui sont capables justement de ramener les conversations à un vocabulaire, à un espace qui est ancré dans la réalité de ces communautés-là. L'idée, c'était vraiment de décloisonner un peu le fait que ces conversations-là ne sont pas réservées justement à des experts, qu'en réalité, les expertises sont multiples de manière à ce qu'on puisse vraiment trouver collectivement des solutions à la crise climatique et réussir à impliquer tout le monde dans ces solutions-là, qu'on travaille dans une cimenterie ou dans des secteurs qui sont hautement émetteurs, à des espaces, justement, qui dépendent profondément de notre relation avec le territoire, à la pêche, à l'agriculture, etc. Donc, de notre point de vue, pour moi, c'était vraiment une organisation qui me permettait, justement, d'allier cet engagement en éducation avec le prisme, justement, climatique. Et comme on est une organisation, effectivement, qui est internationale, on a la capacité de ramener l'ultra-local et de valoriser, de pas dénaturer ce qui se passe au niveau local où il y a plein de leviers de changement qui peuvent être mis en œuvre. Justement, qu'on parle de solutions, il y a tellement de choses qui peuvent être faites au niveau local et je suis certaine qu'on en reparlera dans quelques instants. Et de le connecter, de le mettre à échelle avec une communauté internationale. Travaillant et vivant au Canada, cette préoccupation-là aussi de venir d'un pays qui a une responsabilité comme cancre climatique actuelle, mais aussi comme pays qui a une histoire coloniale, qui continue finalement de vouloir bien paraître à l'étranger, à prendre certains engagements et en parallèle, parfois d'avoir certaines dissonances dans la façon dont ils sont mis en œuvre et dans la façon dont on se positionne de façon réellement équitable pour défendre une justice climatique par rapport aux populations les plus impactées. Là encore, d'être capable d'avoir des collègues et de travailler étroitement avec des gens qui sont dans 174 pays, qui ont ces expertises-là, qu'on est capable, nous, ici, d'amplifier leur voix, mais pas selon nos propres biais et selon nos propres termes, mais de la façon dont eux parlent de leur réalité, vraiment de faire rayonner leur expertise, cette
comment je pourrais dire, ce balancier-là entre l'extrêmement local et l'international, je le trouve extrêmement nourrissant dans l'action climatique qu'on doit mener aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement pertinent que tu soulignes justement le legs colonial, parce que si à la base, on était une colonie comptoir extractiviste, puis notre rôle était de donner des ressources, ben c'est un peu dommage, voire pas surprenant qu'aussi loin plus tard, on ait tristement gardé cette logique-là. Là. Puis je trouve que de ramener des fois aux racines de comment ce pays-là s'est construit, ça aide à comprendre certains réflexes qu'on a à défaire de très, très loin dans notre histoire, dans notre logique gouvernementale, entre autres. Là. Absolument. Je trouve qu'on voit quand même dans nos positionnements internationaux le fait que le Canada, c'est une pétromonarchie. Et ça se traduit dans la façon dont on se positionne au niveau domestique, dans certains cas, mais aussi, effectivement, c'est quand même très inscrit culturellement encore. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour amplifier des voix des premiers gardiens de ce territoire, des populations autochtones d'ici, d'ailleurs, mais également de réfléchir notre responsabilité historique comme grand pays émetteur dans le monde entier, finalement, avec ce qu'on appelle souvent en coopération internationale le Sud global, que certains critiqueront peut-être comme appellation. Puis en fait, tant qu'à être dans le sujet, là, sur la scène internationale, ce qu'on a beaucoup parlé, entre autres, à la COP, mais je crois qu'il faut que ce genre de débat-là continue au-delà de ce grand rendez-vous. Ça a été les pertes et préjudices qui, pour les gens, peuvent être un concept très, très flou et abstrait. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer en premier lieu? Absolument. Je vais essayer humblement de mettre une tentative de définition. Alors, c'est vraiment les impacts des changements climatiques que même les mesures ou l'absence de mesures d'atténuation, d'adaptation n'ont pas réussi à réduire. Donc, finalement, c'est toutes les catastrophes, si je puis me permettre, qui ont déjà lieu et que on ne pourra pas éviter, finalement. Donc, c'est des phénomènes comme des inondations massives, comme on a vu au Pakistan. C'est des phénomènes comme on voit ici aussi, en termes au niveau canadien, on voit des expressions de ces catastrophes climatiques, de ces pertes et dommages qui peuvent être de deux natures, donc économiques et également non économiques. Donc, lorsqu'on pense, par exemple, à des petits États insulaires dont le territoire va disparaître, mais également tout ce qui émerge de ce territoire-là, les langues, les cultures, les pratiques rituelles, toutes ces expressions-là qui sont difficiles à quantifier. Qu'est-ce que ça vaut? Économiquement, c'est combien de dollars qu'on met sur la disparition de mots qui deviennent désuets? On le voit, on le disait avec des petits États insulaires, on pense à Tuvalu, Tonga, qui porte vraiment là, ces messages-là sur la scène internationale. La Barbade également, qui a vraiment une place dans la scène internationale pour refléter ces préoccupations des petits États insulaires. Mais on le voit également ici, sur le territoire canadien, où finalement, des territoires qui subissent en milieu nordique, en milieu côtier, des phénomènes d'érosion et où justement la mer va progressivement gruger l'espace territorial, des mots qui deviennent désuets. Je pense par exemple dans la langue inuktitut où justement il y a plus d'une quarantaine de mots pour définir la neige avec un réchauffement accéléré dans un contexte nordique où on triple en fait la cadence du réchauffement climatique dans les milieux nordiques. Soudainement, toute une richesse culturelle, linguistique est vouée à disparaître faute de moyens effectifs. Donc, on va avoir ces deux types-là de dommages et de pertes qui vont de nature économique, qui sont plus faciles à chiffrer. On parle d'infrastructures, on parle de bâtiments, de ponts, etc. Et d'autres catastrophes qui sont évidemment beaucoup plus dures à quantifier. Parfait Blalogoé, directeur du CREDEL au Bénin. Je suis les négociations sur les questions de pertes et dommages. Quel mécanisme financier faut-il mettre en place maintenant pour pouvoir compenser les pertes et les dommages au niveau communautaire? Parce que ceux qui subissent les impacts des changements climatiques, au premier niveau, c'est la population à la base. C'est eux qui subissent les impacts des changements climatiques. Les décideurs sont en haut, donc ils subissent moins, mais c'est eux qui sont appelés à parler au nom de ceux qui subissent les impacts des changements climatiques. Nous sommes là pour dire aux décideurs, puisque nous sommes plus proches de la population là-bas, nous sommes là pour dire aux décideurs, voilà le sens dans lequel vous devrez pouvoir aller pour que cela soit bénéfique aux populations à la base.
Puis là, on voit justement l'impact dans une perspective internationale, si on peut dire, où est-ce qu'on voit des communautés des Nord qui polluent beaucoup, qui finalement, ceux qui s'en prennent de plein fouet, c'est les communautés des Sud. Mais dans une perspective intergénérationnelle, comment est-ce que ce concept-là peut être important pour les jeunes, comment est-ce qu'on peut visualiser en tant que jeune le niveau des pertes et préjudices dans une dynamique intergénérationnelle? Il y a un fardeau financier lié à la crise climatique que il faut admettre, en fait, dans un contexte où les dynamiques internationales traduisent des relations de pouvoir. Ces relations-là de pouvoir s'inscrivent à plein de niveaux, s'inscrivent aussi dans des dynamiques de relations intergénérationnelles où les plus jeunes subissent directement des décisions qui ne sont pas nécessairement prises par eux et elles, mais qui vont les impacter dans les 5, 10, 20, 100 prochaines années. Et donc, cette prise en considération des expertises des jeunes dans la façon dont on réfléchit le fardeau financier associé à la crise climatique est extrêmement important. Dans la question du mécanisme de financement lié aux pertes et préjudices, ce qu'il faut comprendre, c'est que des catastrophes et l'impact des changements climatiques, on les subit tous d'une façon ou d'une autre. La réalité, par contre, c'est qu'on n'a pas tous le même capital, les mêmes moyens financiers et politiques d'agir et d'être en mesure de répondre à cette urgence-là, autant au niveau des besoins des populations qu'au niveau, justement, des infrastructures, etc. Donc, il y a une responsabilité historique des pays les plus émetteurs qui ont bénéficié d'une économie intensive et qui continuent d'ailleurs de bénéficier d'une économie intensive en carbone vis-à-vis de ceux qui ont le moins et qui continuent de contribuer très, très peu à cette économie intensive en carbone, mais qui, à l'inverse, ont beaucoup moins de moyens d'intervenir et de répondre, justement, de prévenir ces catastrophes-là, dans ce qu'on parle de mesures d'atténuation et d'adaptation, mais également, quand ça arrive, d'être en mesure réellement de répondre aux besoins criants de leur population et les impacts, comme on le disait, sur les infrastructures qui sont catastrophiques dans beaucoup de cas. Puis peut-être... Non, mais en fait, je voulais continuer sur la thématique que tu viens d'aborder, soit l'impact différencié des changements climatiques selon les groupes sociaux, mais aussi selon les régions du monde. Au Canada, on ressent vraiment à peine, puis on le ressent, mais vraiment très peu comparé à d'autres endroits dans le monde, l'impact des changements climatiques. Puis je voulais justement que tu nous parles de cet impact différencié-là entre les pays des Sud ou du Nord, puis peut-être aussi sur certaines populations en particulier, là. Je pense qu'on ressent de plus en plus l'impact des changements climatiques ici aussi. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est notre capacité d'agir et d'intervenir et la façon dont les populations vont être accompagnées dans le cas de catastrophe. Donc, que ce soit par rapport à du financement direct qui va être distribué, l'accompagnement par la Croix-Rouge ou le gouvernement canadien qui va venir intervenir pour soutenir les populations qui subissent des inondations, par exemple, qui vont donner des banques alimentaires, etc. Mais malgré ça, si on pense, on a des exemples longs comme le bras de communautés partout au Canada et tout particulièrement les mêmes relations d'inégalité sociale dans la rapidité d'intervention, dans l'accès au soutien. On les voit dans un État comme le Canada qui a aussi des politiques, qui a eu des politiques évidemment extrêmement coloniales et qui continue encore d'avoir une relation différenciée avec certains groupes de population ici. Donc, ces éléments-là se traduisent également et les populations les plus vulnérables qui vont habiter soit dans des communautés les plus isolées, qui vont avoir moins d'accès à des ressources de santé dans le cas de catastrophe, mais également l'aide va prendre plus de temps à arriver. De la même manière, là-dessus, il y a une responsabilité domestique, une espèce de solidarité qu'on doit honorer ici aussi. Par contre, ça n'enlève pas, bien au contraire, ça crée des espaces d'empathie, de solidarité supplémentaires par rapport au fait que, collectivement, comme État, qui a un capital financier, qui a une responsabilité historique, là-dessus, on doit continuer de militer, notamment comme société civile, pour que le Canada paye sa juste part en matière de soutien dans des catastrophes internationales liées aux pertes et dommages, qu'il contribue activement à ce mécanisme de financement de manière à ce que, de façon effective, on soit capable de répondre aux besoins des populations. Ce qu'a vécu le Pakistan,
un tiers du pays et des populations qui sont décimées suite à une catastrophe, c'est absolument innommable le délai d'intervention que la communauté internationale a eu pour répondre et pour continuer à répondre aux besoins de ces populations-là. Une fois que les caméras s'en vont dans le pic de la catastrophe, les besoins restent en termes d'infrastructures et de soutien de soins de santé, etc., pour les populations. Et de la même manière, quand tu parlais de relations différenciées par groupe de population, toutes les inégalités sociales sont exacerbées en contexte de crise. Donc, soudainement, les populations les plus démunies vont subir encore plus disproportionnellement les impacts aussi de ces catastrophes. On pense aux personnes, par exemple, non-binaires, pour donner ne serait-ce que cet exemple-là, qui, parfois, dans certains contextes politiques, subissent déjà des discriminations, qui vont arriver dans des espaces, on va dire, de refuge en cas de catastrophe, qui vont être parfois refusés d'accès et discriminés en raison de leur identité de genre, par exemple. Donc, soudainement, on se rend compte que, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'accès aux ressources, même au soutien effectif en cas de catastrophe et d'urgence, encore une fois, va être différencié. Et là-dessus, collectivement, on a une responsabilité de dénoncer, d'amplifier, de s'assurer que réellement, les gens qui ont le plus besoin de soutien le reçoivent de façon effective. Puis, pour contextualiser l'ampleur des pertes et préjudices, est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux nous partager pour aider à comprendre vraiment ce qu'on souhaite, en fait, ce qu'on attend ou la situation actuelle? Ben oui, alors, je vous invite à consulter le Réseau Action Climat Canada a publié, en fait, une analyse de la juste part du Canada en matière de financement climatique et notamment en matière de financement pour les pertes et préjudices. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le financement qui est octroyé par le Canada reste en grande majorité, puis là, je ne veux pas dire de bêtises, surtout que c'est enregistré, il me semble que c'est 70% qui est octroyé sous la forme de prêts. Oui. Et je le confirme. Oui, c'est le bon chiffre, c'est ça, ce qui est complètement aberrant quand on y pense, parce que on est dans une situation, on parlait de dynamique de pouvoir, où il y a un endettement des pays du Sud qui est maintenu par les puissances économiques mondiales dont le Canada fait partie. Et là, comble de l'ironie ou de l'absurdité, c'est que l'aide qu'on est censé fournir pour permettre au pays de prévenir ces catastrophes, on la donne sous forme de prêts avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, ce qui fait qu'accroître ce problème de surendettement des petits États étatiques, chose qui a été vivement dénoncée par les petits États insulaires, le groupe qu'on appelle en coopération internationale sur le climat, le groupe des pays les moins avancés, mené par Mia Mottley et cet agenda là, de Bridgetown. Je me mélange avec la série sur cette ville-là, vous m'excuserez, et qui dénonce justement cette situation continue de surendettement dans laquelle on maintient. Fait que ça, c'est juste un exemple. Je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais qui témoignent de ces dynamiques-là. Si je peux peut-être, j'allais dire bonifier, là, mais j'ai envie de dire nous décourager d'autant plus. En fait, mettons que c'est 70-75% qui est sous forme de prêt, dans le 25 à 30% qui reste, on va inclure en fait tout prêt qui est autour du marché. Donc, il y a même dans le 30% qui reste, encore une fois, des prêts, mais ils sont pas disproportionnés en niveau de pourcentage. Ça va être arrimé à celui du marché. Donc, même là, le 30% d'efforts collectifs, on pourrait comme en donner plus, là. Puis, si on regarde même en matière de financement, les enveloppes financières aussi, on peut réfléchir à la façon dont les programmes de financement sont attribués. En fait, le fardeau des demandes de financement pour les pays du Sud, de développer un dossier, que le dossier corresponde aux priorités stratégiques des gouvernements, ça, on pourrait considérer qu'il y a une forme de dynamique néocoloniale dans la façon dont les pays qui attribuent ou qui détiennent les fils ou les cordes de la bourse des priorités stratégiques, il y a une forme d'ingérence par rapport aux priorités qui sont établies par les pays qui vont recevoir ces fonds-là. Donc, de mille et une manières, ces relations de pouvoir, de contrôle sont maintenues dans les espaces d'allocation des fonds. Et c'est pour ça que dans des espaces de coopération internationale ou de diplomatie climatique,
climatique, c'est extrêmement important, comme société civile, notamment canadienne, qu'on se mobilise pour amplifier et faire rayonner les voix de nos collègues d'ailleurs qui, justement, ont des plaidoyers extrêmement éloquents par rapport à leurs besoins. Notre responsabilité, c'est justement d'amplifier et diffuser leurs mots et leurs priorités. Bien, justement, sur ce sujet-là, comment tu conçois, comment faire pour que les voix des jeunes, notamment des pays des Suds, soient entendues, puis surtout, pas juste entendues, en fait, considérées par les décideurs et les décideuses? Là? Il y a 1001 manières d'activement mettre en œuvre l'amplification des voix. La base de tout, c'est toujours les relations. Et dans toute relation, il y a des dynamiques de pouvoir. Donc, c'est s'assurer dans la façon dont on crée du lien, qu'on aplanit au maximum ces dynamiques-là de pouvoir. Il y a un autre élément qui est essentiel pour pouvoir prendre part, c'est d'être outillé pour avoir la confiance de prendre la parole dans des espaces décisionnels. Il y a une importance, finalement, de réduire l'opacité des espaces de diplomatie climatique qui, en réalité, la majorité des gens sont en mesure de faire des liens avec ce qu'ils observent, ce qu'ils vivent au quotidien. Mais il y a tout un vocabulaire associé à la diplomatie climatique qui rend parfois extrêmement intimidant la participation effective de la société civile et tout particulièrement de groupes plus jeunes dans ces espaces-là. Alors là-dessus aussi, d'accompagner, d'outiller, ne serait-ce qu'en matière de vocabulaire, d'historique de ces espaces de diplomatie, de manière à ce que les gens soient en mesure de faire un plaidoyer efficace. De la même manière, je pense qu'il y a une responsabilité pour la majorité des organisations ou des participants de la société civile. Il faut savoir qu'en diplomatie climatique, il y a quand même un groupe, Youngo, qui est un groupe d'acteurs non étatiques, qui a une place dans les espaces reconnus comme intervenants à l'intérieur des conférences des partis. Et ce groupe-là d'acteurs non étatiques, qui est Youngo, est extrêmement bien organisé. Et donc, il y a une forme de responsabilité toujours de passer le micro quelque part, de se dire, OK, comment on travaille dans l'intersectionnalité, comment on s'assure que ce qu'on amène de l'avant dans les espaces de diplomatie climatique intègre presque verbatim des éléments qui sont mentionnés dans les plaidoyers de Youngo pour s'assurer que, justement, collectivement, on amplifie ces revendications-là et qu'on honore en leurs termes, mais aussi qu'on passe le micro, c'est-à-dire qu'on s'enlève de l'espace de décisionnel ou de parole, qu'on laisse 1, 2, 3 chaises à la place à des intervenants qui viennent des groupes jeunesse pour s'assurer, justement, qu'ils puissent parler eux-mêmes, avec leur éloquence, leur voix, des enjeux qui les préoccupent directement. Et ça, de la même manière, comme on parlait des dynamiques nord-sud, là-dessus aussi, il faut reconnaître que l'accès au visa, l'accès aux espaces décisionnels, tous ces éléments-là sont même au financement pour participer au COP, ce qui coûte extrêmement cher. Tout ça sont des barrières à la participation de jeunes venant des pays du Sud. Alors, comment on peut réallouer les fonds? Comment on peut s'assurer que, justement, on laisse cet espace-là aux personnes qui sont les plus impactées? Ça doit être vraiment toujours là, dans la vision collective, la façon dont on agit dans ces espaces-là. Puis, je veux dire, t'effleures l'enjeu financier autour d'avoir accès au COP. Après, c'est aussi d'avoir accès à un badge. Puis c'est fascinant de voir la quantité que le Canada se fait octroyer, ou du moins la facilité avec laquelle on peut finir dans notre réseau, tu sais, par s'organiser. Puis c'est de discuter avec beaucoup de partenaires du Sud qu'ils ont dû travailler fort pour avoir un badge, pour aller représenter leur cause là-bas. Une des solutions que tu donnes pour prendre part, c'est l'éducation, c'est de mobiliser les gens à arriver à parler. Je tiens quand même à souligner qu'à travers le projet de la réalité climatique Canada, dont tu es directrice générale, c'est plus de 40 000 bénévoles à travers le monde qui ont été mobilisés, dont 1600 ambassadeurs et ambassadrices au Canada. Donc déjà ça, moi, ça me donne beaucoup d'espoir de voir que la solution que vous proposez, bien, vous prenez action par rapport à ça. Puis concrètement, est-ce qu'il y aurait d'autres manières que tu aimerais inviter les gens à poser comme action pour prendre part à l'action climatique? Il y a une image qui, moi, m'interpelle toujours, là, c'est celle du moustique dans la tente, que je pense qu'on l'a tous vécu. Je ne connais pas ça. Si tu es dans une tente puis qu'il y a un petit moustique, il y en a juste un. L'image immédiatement. Voilà. Il t'empêche de dormir. Donc, il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'influencer, de s'organiser et l'impact que ça peut avoir sur nos collectivités, puis aussi sur
les espaces décisionnels. En termes d'action, je pense vraiment qu'il faut pas bouder les espaces de démocratie. Il faut aller intervenir au niveau des politiques publiques et aussi tenir imputables nos élus des engagements qui sont faits. Donc, je pense qu'on a énormément de travail pour outiller les gens à bien comprendre finalement c'est quoi l'éco-blanchiment, c'est quoi des mesures qui fonctionnent non seulement en matière de réduction des émissions, mais aussi en matière d'améliorer la qualité de vie. Parce qu'en fait, de tous et toutes, à travers la lutte au changement climatique, il faut évidemment aborder de plein fouet le nerf de la guerre, les causes sous-jacentes et aussi la façon dont ça s'exprime en matière de relations entre les êtres humains et la façon dont on a créé vraiment des déséquilibres et des relations inégales. La crise climatique nous permet de réfléchir des espaces de vivre ensemble qui viennent rééquilibrer nos dynamiques sociales. Et là-dessus, on doit maintenir la pression au niveau de nos élus pour que les solutions à la crise climatique prennent en considération toutes ces composantes-là, au lieu de fermer les yeux justement sur ces causes sous-jacentes. Et ça va être des débats sociaux qui vont être complexes à avoir, mais qui ouvrent un espace de possible qu'en réalité, la majorité des gens ne bénéficient pas d'un monde avec autant d'inégalités et autant de violence. Donc, en réalité, collectivement, réfléchir à un vivre ensemble où on a une meilleure qualité de vie, on a une relation plus harmonieuse et plus équilibrée avec la planète, avec l'ensemble du vivant, et les uns avec les autres, c'est garant d'un espace de vie dont on bénéficierait tous beaucoup plus ultimement. Et là-dessus, en termes d'action climatique, d'investir les espaces décisionnels, d'aller poser des questions aux élus de tous les paliers de gouvernement, de les sensibiliser par rapport aux préoccupations qui vous animent, de s'organiser collectivement, encore une fois, pour éviter cette illusion-là que la responsabilité serait individuelle, serait liée à des gestes individuels, ne bien comprendre que non, on veut des politiques publiques qui sont ambitieuses, qui facilitent en fait l'adhésion à une justice pour tous et aussi qui, finalement, met la responsabilité là où elle est sur les plus gros pollueurs. Bien, on est déjà presque à la fin de notre premier épisode. J'aurais continué pendant des heures. J'aimerais ça savoir, en fait, s'il n'y a pas une référence culturelle que tu voudrais partager pour que les gens puissent continuer cette réflexion-là ou en apprendre plus sur les pertes et préjudices. Là. Alors, si j'ai une référence, je ne sais pas si j'oserais dire qu'elle est culturelle, mais en tout cas, je vous invite vivement à aller sur la chaîne YouTube de Réalité climatique Canada, où en fait, les dialogues pour le climat qu'on a organisés avec une coalition d'organisations qui comprennent Ange Environnement Jeunesse, la Fondation David Suzuki, la FTQ, l'Université de Sherbrooke et le Climatoscope, etc. On est une coalition d'organisations qui avait organisé ces dialogues pour le climat où vraiment on a toute une série de contenus pédagogiques en ligne, en français, sur ces grandes rencontres que sont les COP et notamment la COP 27 pour s'assurer que, justement, on fait l'autre partie du travail et qu'on continue de maintenir la pression ici et maintenant sur nos élus. Parce qu'en réalité, les COP, c'est un moment dans l'année qui est super important, mais la pression, on doit la maintenir tout le long de l'année et notamment en matière des politiques domestiques. J'ai fait une suggestion aussi de livre, mais là, je vais vous avouer que ce livre-là, je suis en train de le lire. C'est All We Can Save, Truth, Courage and Solution for the Climate Crisis. Ça a été dirigé par Ayanna Elizabeth Johnson et Catherine K. Wilkinson. Et en fait, c'est presque une invitation parce que c'est un livre qu'on déguste, qu'on savoure. Je le lis ridiculement lentement. Et si jamais il y en a qui le lisent aussi, moi, j'aimerais ça faire un club de lecture où on pourrait se parler chapitre par chapitre de qu'est-ce que ça nous fait comme réflexion. Alors, tenez-moi au courant si vous le lisez. Ben oui, absolument. Je vais consulter ça avec plaisir. Mais merci beaucoup, Andréane, d'être venue avec nous pour parler. On a passé à travers une panoplie de thématiques, mais notamment les pertes et préjudices, puis justement l'impact différencié des changements climatiques selon les régions du monde. On vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode-là. On vous invite à nous suivre pour les prochains. Merci beaucoup, Andréane. Merci de l'invitation. Bonne journée.
Ce balado est rendu possible grâce à une collaboration entre la table de concertation jeunesse en solidarité internationale de l'ACOSI, le CECI via son programme de coopération volontaire et le Carrefour d'éducation à la solidarité internationale de Québec. Nous sommes dans les studios de CISM et nous les remercions pour leur appui au montage. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux. C'était Sandrine Elie et Molly Dujardin. À bientôt!